L'expertise dans un domaine va augmenter avec la capacité à porter son attention sur des perceptions de plus en plus expertes et le développement d'habitudes attentionnelles. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous le concept de perception et comment, en gagnant en expertise dans un domaine, on peut évoluer par rapport aux cibles qu'on vise avec son attention, passer des perceptions très simples à des perceptions un peu plus expertes. Alors pour prendre tout de suite un exemple, eh bien, je reprends ma guitare pour vous montrer que l'une des difficultés de la guitare, eh bien, c'est de trouver les notes sur le manche, c'est-à-dire de savoir que ici c'est un Mi par exemple, ou que ici c'est un Do. Alors le problème, c'est que quand vous vous placez face à un manche de guitare, il y a tout un travail à faire pour immédiatement en fait voir les notes sur le manche. C'est-à-dire qu'un expert, lui, ne voit pas forcément le manche comme un novice le voit, c'est-à-dire comme juste des cordes avec des frettes ici, mais il voit presque se superposer mentalement le nom des notes. Alors soit le nom des notes, soit autre chose. Et par exemple, j'ai vu que dans le commerce, il existait des petits autocollants que vous pouvez placer de façon à donner une couleur aux notes, de façon à ce que progressivement vous appreniez à visualiser cette couleur. Et effectivement, ça peut être très utile parce que si vous êtes capable de superposer au manche de guitare une image mentale avec des couleurs, où le Do est d'une certaine couleur, le Mi d'une autre couleur, etc., eh bien vous voyez que c'est extrêmement facile d'aller viser la bonne note à chaque fois. Donc ça peut s'entraîner avec le temps. Il y a des gens qui font ça pendant des mois jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, eh bien, la perception visuelle du manche soit remplacée par une perception enrichie, une sorte de lecture, voilà, qui affiche presque ces couleurs, presque dans une forme de synesthésie qui va devenir donc extrêmement utile, par exemple pour faire des solos ou pour jouer, pour improviser, etc. Donc c'est un exemple de transformation d'une perception simple en une perception plus experte, qui demande du travail, qui demande de l'entraînement, mais qui amène l'information sous une forme qui est beaucoup plus facile d'accès. C'est le principe de couche que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo où en fait le cerveau va se doter de mécanismes qui permettent de transformer l'information qui arrive pour créer des perceptions autres qui ne sont pas directement là dans le monde réel, mais qui vont être ce que la personne vraiment perçoit, à laquelle elle fait attention. Donc sur cet exemple, on voit l'émergence d'une perception experte par le travail, par la répétition, etc. J'ai un autre exemple que j'aime beaucoup qui est tiré du jeu du 7. Alors le 7, c'est un jeu où il s'agit de faire des combinaisons à partir de cartes. Donc les cartes ressemblent à ceci, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui présentent des motifs qui ont une certaine couleur, une certaine texture, une certaine forme, et puis il y en a 1, 2 ou 3 sur chaque carte. Bien. Alors ce qu'on appelle un set, c'est un ensemble de 3 cartes, telles que les 3 cartes aient sur chaque dimension soit les mêmes propriétés, soit des propriétés toutes différentes. Donc là, on voit ici 3 cartes qui ont chacune une seule forme, donc c'est bon. Qui ont chacune la même forme, donc là encore, c'est bon. La même texture, donc c'est bon au niveau des textures. Et des couleurs toutes différentes, donc c'est bon au niveau des couleurs. Donc ça, c'est un set. Ça aussi, c'est un set. Ça, ce n'est pas un set. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que, comme vous voyez, la définition de ce qu'est un set est assez compliquée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'intégrer. Et quand vous jouez la première fois, eh bien, ce que vous faites, c'est que simplement, vous allez regarder des paquets de 3 cartes, des ensembles de 3 cartes. Donc les cartes sont disposées par 9, je crois, sur la table. Puis vous allez les regarder, et puis vous allez appliquer les règles. Est-ce qu'il y a la même couleur? Oui, non, etc. Donc quelque chose d'assez compliqué et récursif. Vous allez faire attention d'abord à la couleur, puis à la forme, puis à la texture, puis au nombre, etc. Et éventuellement, vous allez dire, là, il y a un set. Mais la chose extrêmement étonnante qui se passe, c'est que à force de jouer, et finalement assez rapidement, au bout d'une demi-heure, 1 heure, pour certains c'est même plus rapide, il va se passer quelque chose qui fait que quand vous êtes face à vos cartes et que vous commencez à regarder dans un coin, vous avez 3 cartes dans votre champ visuel, il va vous apparaître évident qu'il y a un set. La présence d'un set va vous paraître évident. C'est-à-dire que vous sentez la présence d'un set. En un temps extrêmement court, votre cerveau a commencé à se doter d'un petit mécanisme qui permet d'identifier la présence d'un set, c'est-à-dire de construire, à partir de ces couleurs, etc., une perception plus complexe, plus experte, un niveau de perception qui est set, oui ou non. Et quand vous devenez expert à ce jeu, donc finalement assez rapidement, eh bien finalement vous ne faites plus forcément attention de façon séquentielle à la couleur, la forme, etc., à part pour vérifier, vous allez plutôt balayer les cartes et à un moment,
sentir qu'il y a un 7. C'est-à-dire que ce à quoi vous vous rendez sensible, c'est-à-dire ce que vous faites attention à percevoir en priorité, eh bien, c'est la présence ou non d'un 7. Vous faites attention à une perception finalement extrêmement abstraite, mais qui s'est construite relativement facilement. Donc voilà ce que j'appelle une perception experte. C'est-à-dire cette capacité à percevoir quelque chose qu'un novice ne perçoit pas. Mais vous le percevez et vous pouvez faire attention spécifiquement à ça. Donc on voit comment une perception experte va émerger. Elle va émerger à partir de règles qui définissent ce qu'il faut percevoir. Et simplement, au début, vous ne pouvez savoir que c'est ce que vous cherchez qu'en appliquant un certain nombre de règles, donc de façon un peu lente et séquentielle. Et puis au bout d'un moment, eh bien, vous savez immédiatement que c'est ça. C'est-à-dire que si on vous le montre, oui, c'est ça. Sans pouvoir dire, dans le cas du 7, ce qui vraiment vous a amené à penser qu'il y avait un 7. Donc ça devient, donc certains diraient, intuitif. Alors ça rappelle beaucoup en fait l'intelligence artificielle, où vous savez que les algorithmes d'apprentissage profond, notamment, vont fonctionner de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on leur montre des séries d'objets, et on leur dit, bah voilà, bah cet objet est de classe A, cet objet est de classe B. Ça c'est un chien, ça c'est un chat. Ça c'est un 7, ça c'en est pas un, etc. Et en fait, à force d'être exposé à plein d'exemples, oui, non, oui, non, oui, non, eh bien, tout d'un coup, le réseau va se reconfigurer pour être capable de détecter automatiquement la présence d'un 7 ou non, ou d'un chat ou d'un chien, etc. Donc on est probablement dans une forme d'apprentissage qui est de ce type-là, c'est-à-dire à force de voir beaucoup d'exemples, on finit par faire abstraction de la règle, on n'applique plus vraiment une règle, mais on est plus au feeling, sur un ressenti que la chose est là. Et là, effectivement, on a développé la capacité à avoir cette perception experte, de présence ou absence de quelque chose qui est assez compliqué à définir, ou en tout cas à ressentir. Un autre exemple, c'est celui de la lecture rapide. Donc si je prends un texte, et que je commence à le lire avec une technique de lecture rapide, en fait, la façon dont on va s'y prendre, il y a sans doute plusieurs façons de faire de la lecture rapide, mais c'est de balayer du regard le texte, et puis d'être à la recherche de mots-clés, de mots particulièrement importants. Donc je balaye du regard, et quand il y a un mot qui me semble important, eh bien, je remarque, et voilà, finalement, je vais retenir du texte de cette page les 4 ou 5 les mots les plus importants qui vont m'indiquer voilà, de quoi ça parle, en gros, l'agencement des idées. Donc ça veut dire que ma perception ici, bon, c'est le texte, mais en fait, ce que je fais attention à percevoir en priorité, eh bien, c'est la présence d'un mot important ou non. Ce qui est aussi une cible très experte. Il faut quand même avoir une certaine expertise de la lecture pour être capable, au premier coup d'œil, de voir qu'un mot va être important et avoir un sens particulièrement utile, pertinent pour comprendre le sens global du texte. Donc, un autre exemple. Donc, je vous rappelle que faire attention à quelque chose, ça va être augmenter la sensibilité, une forme de détecteur qu'on a dans le cerveau à certains éléments, et que donc, avec l'apprentissage, un apprentissage parfois rapide, comme on le voit dans le cas du 7, eh bien on va être capable de se munir de détecteurs de choses relativement complexes, relativement expertes, mais néanmoins sur lesquelles on va tout d'un coup être capable de porter son attention. Alors il y a une citation que j'aime beaucoup, qui en fait met tout à fait le doigt sur ce phénomène d'apprentissage de perception experte, de façon de placer son attention à un niveau plus abstrait. C'est un texte qui est tiré d'un livre qui s'appelle Le cœur de la méditation bouddhiste, Satipatthana, par Nyanaponika Thera, et qui en fait décrit le processus d'apprentissage du disciple aux côtés du maître. Comment est-ce que le maître va intervenir pour guider l'apprentissage du disciple? Et la phrase est la suivante, je lis, « Lorsque, après un peu de pratique, l'attention devient plus aiguisée, donc l'attention du disciple, et que celui qui médite devient conscient des traits jusqu'alors inaperçus de son objet d'attention, le maître de méditation peut décider d'indiquer brièvement la direction vers laquelle l'attention du disciple peut se tourner avec profit. » Donc on voit là tout à fait que le disciple a l'habitude de faire attention d'une certaine façon, alors là on imagine à des sensations mentales ou corporelles, et tout d'un coup, il découvre une autre facette de cette sensation, une autre façon de les voir. Si c'est une pensée, par exemple, il peut constater que tout d'un coup, cette pensée, qu'il voyait avant juste comme un phénomène, par exemple, de petite voix, donc sonore, semble avoir une localisation dans l'espace, peut-être être plus là. Et tiens, ça, cette position dans l'espace qui est attribuée à la pensée, et éventuellement qui peut être associée à un mouvement, peut être une nouvelle cible pour son attention. C'est-à-dire qu'il peut commencer sa méditation en maintenant faisant attention plus particulièrement à cette sensation de déplacement ou de position dans l'espace. Donc il développe cette capacité à placer son attention d'une autre manière, pour voir les choses d'une autre manière, être sensible à autre chose qui va
l'amener à découvrir à nouveau d'autres éléments, par exemple dans ce cas-là, de sa vie mentale et de sa dynamique. Donc le développement de perception experte, c'est-à-dire d'être capable de placer son attention sur des perceptions plus abstraites, va être une des clés du développement de l'expertise dans un domaine. Puis il y en a une autre, qui est le développement d'habitudes attentionnelles. Alors récemment, sont sorties pas mal d'études qui montrent que on peut développer donc des habitudes attentionnelles. Alors une habitude en général, c'est une habitude souvent comportementale, motrice. C'est-à-dire que vous avez l'habitude, quand vous rentrez chez vous, de vous asseoir sur le canapé et d'allumer la télé. Donc un contexte est associé à un mouvement particulier, à un ensemble de gestes. Eh bien, l'attention étant bien souvent un déplacement, donc on déplace l'attention. Finalement, il y a une composante motrice, composante vraiment d'action dans le fait de déplacer son attention. Il n'est pas totalement surprenant qu'elle n'échappe pas finalement à ce phénomène d'habitude. Tout conducteur sait que quand il arrive à un rond-point, son attention va assez spontanément se porter vers la gauche. Pourquoi? Eh bien parce que c'est là que les voitures arrivent, mais surtout par habitude, parce qu'il le fait à chaque fois. Il n'y a pas à se souvenir en arrivant à un rond-point qu'il faut, ah oui c'est vrai, porter attention sur la gauche. En fait, ça se fait tout seul. Pourtant, en arrivant au rond-point, il n'y a rien qui attire spécialement l'attention à gauche plutôt qu'à droite, plutôt que devant, etc. Il n'y a rien de particulièrement saillant. Donc c'est bien une habitude qui a été acquise à force d'être dans cette situation et finalement de porter son attention de cette façon-là. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que en répétant les mêmes activités, en ayant toujours les mêmes cibles, des cibles efficaces, eh bien, on va être capable de développer des habitudes attentionnelles et ne plus avoir à se programmer à l'avance en disant il faut absolument que je fasse attention à ça. Prenons une balle de tennis. Et bien sur une balle de tennis, par exemple, quand l'éclairage est du haut, alors peut-être pas dans ce cas-là, mais la zone du haut est plutôt éclairée et la zone du bas est plutôt sombre. Il se trouve que quand on tape la zone du bas, eh bien, elle a tendance à monter la balle, donc elle ne va jamais aller dans le filet, c'est logique. Donc je prends cet exemple du tennis pour dire que si pendant une série de sessions, on s'habitue juste avant de taper la balle à porter son attention spécifiquement à la petite zone sombre qui est en dessous de la balle, et à viser ça avec sa raquette, eh bien, au bout d'un moment, ça peut devenir une habitude pour que voilà, on ait ce repère, qu'on tape ça, et voilà, et qu'on n'ait plus besoin d'y penser. Alors, un autre exemple qui illustre cette idée d'habitude attentionnelle, c'est un petit texte que j'aime bien, qui parfois prend les gens un peu par surprise, qui est le suivant. Tu conduis le train Nice-Paris, il part à 9h, roule pendant 2h30, s'arrête une demi-heure à Marseille, puis repart et roule encore pendant 2 heures. Quel est l'âge du conducteur? Alors face à ce texte et cette question, certains réagissent en disant c'est absurde, voilà, c'est comme l'âge du capitaine, bon, ok, il y a une bonne blague. D'autres cherchent à calculer, en fait cherchent des informations et ne trouvent pas. Et puis d'autres encore répondent tout de suite et disent c'est mon âge puisque c'est moi qui conduis le train Nice-Paris. Donc le conducteur, c'est moi. Et effectivement, voilà, la réponse est évidente et elle existe et c'est pas du tout absurde comme question. Alors pourquoi est-ce qu'autant de personnes se font avoir par ce texte? Pour une raison simple, c'est que face à un texte comme celui-là qui ressemble typiquement à un énoncé de mathématiques, l'information est en général dans les nombres. Typiquement 2h30, 2h, 9h, etc. À la limite, Nice-Paris, il peut y avoir de l'information, mais il n'y a jamais d'information dans les pronoms. Et surtout pas dans le premier. Donc par habitude attentionnelle, on ne porte aucune attention au premier pronom tu, alors que c'est là, dans ce cas-là, est toute l'information. Donc l'information essentielle pour résoudre cette petite énigme est cachée, elle est cachée à un endroit où personne ne fait jamais attention. Et c'est pour ça que c'est si dur. Donc on a tendance, dès l'instant où on progresse dans un domaine, non seulement à développer la capacité à placer son attention sur des perceptions abstraites, de haut niveau, expertes, mais également on développe des habitudes attentionnelles. Et je trouve que la meilleure illustration de ces habitudes attentionnelles est dans un livre qui s'appelle Le Monde est magique, qui a été traduit sous ce titre par Alexandra Horowitz, et où l'auteur en fait se promène dans New York avec des experts d'un domaine, un ostéopathe, un éthologue, voilà, donc c'est des balades, donc chaque jour un expert. Et l'expert va attirer son attention sur ce qui attire à lui ou à elle son attention. Donc par exemple, pour l'ostéopathe, il va tout de suite repérer la façon dont les gens marchent, dont les gens se tiennent, parce que ça va lui donner plein d'informations. Donc on voit cette habitude attentionnelle qui s'est formée avec le temps chez cet expert et qui lui fait voir le monde d'une façon complètement différente d'une personne qui n'est pas du tout de ce domaine. Ça, c'est vraiment les habitudes attentionnelles et on voit à quel point c'est important dans le développement d'une compétence dans un domaine quel qu'il soit. Alors à partir de tout ça, on pourrait classer les cibles de l'attention au moins dans 3 types de catégories. Il y a un premier type de cible que je vais qualifier de cible obligatoire. Alors par cible obligatoire, j'aurais pu choisir un autre nom, mais ça veut dire que c'est une cible à laquelle il est très difficile de ne pas faire attention. Donc si par exemple il y a un bruit de perceuse,
quelqu'un est en train de faire du travaux dans l'appartement du haut et que vous êtes ici, eh bien ça va être très difficile de ne pas y faire attention. Votre attention est immédiatement happée par cet élément. Il n'y a même pas d'effort quelconque à faire, l'effort est plutôt à faire pour ne pas y faire attention. Et finalement, les habitudes attentionnelles visent un peu à développer des cibles obligatoires qui sont celles qui sont réellement utiles pour votre activité, parce que c'est l'idéal, c'est que spontanément votre attention aille directement sur la bonne cible. Ensuite, il y a ce que je vais qualifier de cible simple. Alors une cible simple, c'est quoi? Une cible simple, c'est quelque chose auquel je peux décider de faire attention avec la certitude d'y arriver. Alors si je veux faire attention au bout de mon index, j'ai la certitude d'y arriver. Donc c'est un exemple de cible simple. Si je veux trouver des éléments de couleur rouge autour de moi, eh bien faire attention au rouge, pour moi, eh bien ça ne présente aucune difficulté, je peux décider de faire attention à tout ce qui est rouge. Et puis, au fur et à mesure que l'expertise dans un domaine se développe, eh bien, il va être possible de faire attention à des perceptions qui sont relativement abstraites, mais qui deviennent quand même des cibles simples, parce qu'on peut décider d'y faire attention avec la certitude d'y arriver. Je décide de faire attention au fait qu'il y a un 7 ou non, à cette perception-là. Je peux juste décider de le faire et j'y arrive. Et puis, il y a un autre niveau que je qualifierais de cible trop complexe. C'est une cible qui est généralement experte, et à laquelle moi, avec mon expertise, je ne peux pas faire attention. Je ne peux pas faire attention à la sensation de musicalité dans une œuvre si je n'ai pas une certaine compétence en domaine. Je ne peux pas forcément faire attention directement à la qualité de la composition d'une photographie si je n'ai pas développé cette expertise-là. Donc dans ce cas-là, il ne faut même pas que j'essaye parce que je me mets en échec. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans mon PIM, la perception que je dois viser avec mon attention soit une cible qui soit trop complexe. Je dois me ramener à une cible plus simple. Un autre exemple de cible qui peut être trop complexe, c'est, vous voyez un texte et on demande, dans un énoncé de français, de chercher tous les éléments de langage qui renseignent sur les sentiments que Parseval ressent vis-à-vis de telle et telle princesse. Donc ces éléments de langage qui renseignent là-dessus, c'est une cible attentionnelle, mais qui est peut-être trop experte, c'est-à-dire trop complexe, et qu'on ne peut pas mettre dans un PIM pour un élève qui n'a pas un certain niveau de langage. Dans le cas du set, on voit bien que quand on n'a pas cette capacité à porter son attention sur la présence ou non d'un set, eh bien, il va falloir porter son attention sur des éléments dégradés, c'est-à-dire séquentiellement sur les couleurs, les formes, etc., pour vérifier que les trois cartes sont identiques ou toutes différentes. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cette capacité à porter son attention sur une perception globale, eh bien, il faut revenir à une perception plus séquentielle, une attention plus séquentielle, d'abord 1, d'abord 2, d'abord 3, sur les différents critères qui définissent en fait l'objet que l'on cherche. Donc, pour conclure, l'expertise dans un domaine va augmenter avec la capacité à porter son attention sur des perceptions de plus en plus expertes et le développement d'habitudes attentionnelles. Et donc, il est extrêmement important de bien identifier les cibles qui nous conviennent à chacun, sur lesquelles on peut décider de placer son attention avec la certitude d'y arriver, au sein des PIM qui vont nous aider à nous concentrer sur des activités. Donc d'une personne à l'autre, le PIM peut varier en fonction du niveau d'expertise. Merci beaucoup, je vous retrouve pour de prochaines vidéos.